On voit ça dans l'actualité. Bon, la conversation est déjà partie. C'est la preuve que ça enflamme les discussions. On voit ça beaucoup dans l'actualité, Isabelle, ces temps-ci, des personnes aînées qui se font frauder, maltraiter, exploiter de différentes façons. Évidemment, il y a sur le web, là, parfois, manque de connaissances, manque de jugement, mais moi, ce qui me met hors de moi, c'est quand ça vient des proches. Là. Des fois, c'est des gens dans l'environnement immédiat, des gens qui sont dans la RPA, de la famille carrément, des fois. La manipulation. Qui manipulent. On regroupe, en fait, toutes ces histoires de maltraitance, puis là, on va cibler vraiment la maltraitance financière. Là, c'est souvent tabou. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est important qu'on en parle, puis qu'on en parle non seulement qu'on décrive les situations, mais aussi qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça survienne moins souvent au Québec. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est jugement. Puis je me dis, tu sais, parfois, c'est pas tant un manque de jugement qu'ils se font enfirouaper puis ils n'osent pas en parler parce qu'il y a une honte. Je trouve ça vraiment intéressant de parler de ça parce que peut-être certains pourront délier finalement leur situation. Puis c'est normal, le monde change rapidement. Tout le monde se sent à un moment ou à un autre un peu largué par la technologie, par les faux, par l'intelligence artificielle. Mais je réitère, moi, en tout cas, quand ça vient, que c'est de la famille, là, il y a quelque chose qui me choque bien gros. Bref, on a invité Geneviève Beauchemin, qui est CPA auditrice, vice-présidente à l'encadrement de la profession à l'Ordre des CPA, donc qui est vraiment le mothership là, des comptables professionnels agréés du Québec. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. C'était le 15 juin, là, donc il y a quelques jours à peine, là, cette journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. Puis on voulait parler de l'angle financier avec toi. Qu'est-ce que vous observez, vous, à l'Ordre des CPA? Puis qu'est-ce qu'on observe au Québec là, en matière de maltraitance financière? C'est certain que la question de la maltraitance financière pour l'Ordre, c'est vraiment important. Puis on est content d'être ici aujourd'hui pour pouvoir en parler parce que ça fait partie des réflexions en 2017 quand la loi sur la maltraitance est sortie. On a vraiment fait des représentations auprès du gouvernement pour que ça soit reconnu, la maltraitance financière, dans la loi. Parce que ça fait partie de la maltraitance au même titre qu'une maltraitance physique ou psychologique. Ouais. Évidemment, c'est en hausse. On a de plus en plus de cas signalés de maltraitance au Québec au niveau financier. Donc, juste en 2024, il y avait environ 721 cas qui ont été signalés et 69 % c'était des cas de maltraitance financière. Donc, c'est clair que c'est des chiffres qui sont extrêmement préoccupants et c'est pour ça qu'il faut en parler comme dans les émissions. Mais comment on explique une hausse si draconienne? Bien, il y avait eu 62 % l'année d'avant. C'est monté à 69 % des cas de maltraitance qui ont été signalés. C'est très préoccupant. Les chiffres sont préoccupants. Mais peut-être qu'en arrière de cette hausse-là, il y a plus de sensibilisation et les gens dénoncent davantage. Parce que les 721 cas, c'est seulement les cas qui ont été déclarés. Donc, on est probablement dans un environnement où il y en a vraiment plus et qui sont tout simplement pas dénoncés. On parle de centaines de millions de dollars par année là, qui sont dérobés ou alloués incorrectement en provenance là, d'aînés au Québec. Explique-nous un petit peu, Geneviève, c'est quoi le cas là, ou les cas un peu typiques là, qu'on observe? Là? Comment est-ce que les gens abusent ou maltraitent financièrement de leurs aînés? Évidemment, il y a plusieurs cas qui peuvent démontrer... Je dis de leurs aînés. Ça peut être de nos les aînés. Âgées, c'est pas toujours les nôtres. Ça peut être... Mais on les accueille toutes. Ouais. C'est pour ça que tu parles de même. Il y a différentes situations. Les simples, quand on prend la carte de crédit d'un aîné, on l'utilise à nos fins. Il y a aussi les cas où on a une procuration donc pour agir pour un aîné, mais on en abuse. Donc, on agit plus pour nos fins personnelles que pour les fins de la personne. Il y a des cas aussi où on va aller s'immiscer dans la vie financière d'une personne aînée, lui donner des conseils, mais qui sont en réalité des conseils pour nous faire plaisir à nous. Donc, il y a différents types de situations de maltraitance, puis c'est vraiment souvent dans un climat où les gens ont un lien de confiance envers ces personnes. Mais comment on fait quand on est cette personne? Il y a une charge émotive d'impliquer. C'est notre petit-fils, c'est notre fille, c'est notre meilleur ami. Comment on fait pour se protéger quand on est cette personne qui se fait enfirouaper? Ce qui est difficile, c'est que souvent, ils ne sont même pas conscients
qui sont dans cet environnement-là parce qu'il y a beaucoup de manipulation en arrière de ça. On a un petit enfant qui vient nous voir, qui a des difficultés financières, qui a besoin de notre aide, puis là, on veut bien faire, donc on aide notre personne. Donc, dans certains cas, on n'est même pas conscient. Dans d'autres cas, on a peur des représailles parce qu'on a peur d'être abandonné, on a peur d'être négligé. On achète, entre guillemets, la paix ou la relation. On a des menaces. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Bien, c'est le filet social qui aide beaucoup, honnêtement, qui peut voir puis être témoin de cas de maltraitance. Sinon, il y a vraiment des lignes d'aide. Il y a une ligne d'aide qui s'appelle maltraitance adulte aîné. Le numéro, c'est le 1-888-489-ABUS. Je pense que c'est la meilleure façon d'aller chercher de l'aide parce que c'est confidentiel, c'est aussi fait de façon anonyme et ce sont des experts qui viennent accompagner ces gens-là, qui vont dire, bien, est-ce que vous êtes victime? C'est quoi les éléments qui peuvent nous permettre de suspecter, d'être victime de maltraitance. Aussi, on est témoin de maltraitance financière, mais c'est aussi une place où ils vont venir nous guider, c'est quoi les étapes à prendre, puis c'est quoi les mesures qu'on peut prendre pour aider. J'aime beaucoup cette idée, puis tu sais, ta question était très juste, Isa. Tu sais, c'est sûr que la solitude n'aide pas. Si tu n'as qu'un enfant ou un ami, c'est malheureusement quelqu'un qui a peut-être une intention mauvaise. Quand tu as des alternatives sociales, tu peux dire, ben lui, coudonc, mais quand c'est vraiment la seule personne dans ta vie ou presque, effectivement, on va peut-être se faire un petit peu plus mener en bateau, malheureusement, puis ça peut mener à des situations très malencontreuses. Il y a tout cet aspect là, de testament, d'ouvrir le testament, de le changer quand la personne est malade. Ça, on le voit aussi. Oui, ça, c'est un cas de maltraitance, de mettre de la pression sur une personne pour qu'elle change son testament. C'est définitivement un acte qui est de la maltraitance parce qu'on le fait de façon malhonnête ou frauduleuse. Donc, ça, on voit ça fréquemment des personnes. Puis c'est peut-être dans l'entourage de ces gens-là, si on entend « Ah, j'ai fait un changement de mon testament », mais qu'on soit alerte à ces signes-là qui peuvent être des indices qu'une personne pourrait être victime de maltraitance financière. Si on est, mettons, on est jeune, là, parce que un jour, on sera vieux. Non, mais tu sais, on peut-tu mais on sentait que tu voulais être rassuré dans ta jeunesse. Non, mais... Merci, Isa. T'as quel âge déjà, toi? Personne ne sait. On garde le mystère. Moi, j'ai pas à être rassurée. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut se protéger comme un peu d'avance contre, tu sais, quand on sera vieux? Je sais pas, évidemment, je pense au testament, en cas d'inaptitude, c'est des choses un peu qui vont de soi, mais y a-t-il d'autres façons d'éviter que ça nous arrive, mettons, dans un futur? À l'ordre, on dit souvent qu'une personne informée, c'est une personne protégée. Je pense qu'il faut être conscient que ça existe. Il faut avoir nous-mêmes une certaine éducation sur ces cas-là. Puis quand on est conscient, puis on est informé, on est moins sujet, on est moins vulnérable. On se place dans une meilleure position. Est-ce que c'est correct de dire non à quelqu'un, par exemple, dans notre famille, qui a besoin d'argent, puis même si tu l'as, tu dis non? Absolument. Absolument. On doit aussi... il y a toutes sortes de formes d'aide. La personne, elle peut aller chercher. On peut l'aider à trouver de l'aide ailleurs, mais ça ne veut pas dire que c'est à nous de répondre financièrement aux besoins. Donc oui, les gens ont le droit, c'est de dire non, c'est leur argent. Ils peuvent en prendre grand soin, mais je pense aussi qu'il y a un certain tabou autour de l'argent. Des fois, on n'en parle pas. Je pense que c'est d'en parler ouvertement aussi, puis d'être capable de dire, mais ça t'appartient, mais je peux t'aider, t'accompagner. Mais il faut faire attention, il ne faut pas signer nécessairement endosser l'hypothèque de quelqu'un parce qu'on se met à risque aussi. Fait que c'est d'être conscient jusqu'où on veut aller, puis c'est quoi nos limites. J'aimerais un peu t'entendre, Geneviève. Bon, tu parles au nom de l'ordre des CPA, évidemment, fait qu'on va prendre les CPA, mais tu sais, il y a plein d'autres professionnels qui peuvent intervenir dans la vie des aînés, que ce soit des conseillers en sécurité financière, des banquiers ou tu sais, tout le personnel dans les institutions financières. Est-ce que ces gens-là peuvent, tu sais, s'ils constatent de la maltraitance ou quelque chose qui semble un peu louche, est-ce qu'ils peuvent prendre action ou est-ce qu'ils sont comme liés par un genre de secret financier? Tu sais, je sais pas, un comptable peut-tu genre décider de lever le drapeau puis arrêter une transaction? Tu vois ce que j'aimerais un peu t'entendre sur les gens autour là, de la personne aînée qui sont des professionnels de la finance. Là. C'est une excellente question. En fait, les CPA sont aux premières lignes parce qu'on voit les chiffres puis ils ont créé des liens de confiance avec leurs clients, donc sont capables de repérer des situations inhabituelles. Et dans la loi, il est prévu que le CPA et tout professionnel là, ils ont une obligation
de dénoncer s'il y a un acte de maltraitance financière. Donc, il y a une levée du secret professionnel, mais il y a même une obligation de le faire dans certains cas de maltraitance, là, quand on parle de personnes qui sont inaptes ou qui ne sont pas capables de prendre soin d'elles seules. Je fais du pouce sur ce que Francis dit. Même quelqu'un qui ne fait pas partie de l'ordre, on voit une personne âgée, par exemple, faire un gros retrait à la caisse ou avoir un comportement où on est inquiet pour cette personne-là. Est-ce qu'on n'aurait pas le devoir aussi de ne pas se mêler de nos affaires? Oui, bien en fait, c'est ça. C'est pour ça que la loi existe, la loi sur la maltraitance, pour qu'il y ait des dénonciations qui soient faites quand on est témoin de cas de maltraitance. La dénonciation peut se faire auprès du curateur public, mais elle peut se faire également auprès de la police. Donc, il y a différentes mesures. Puis, je rappelle que la ligne d'aide est vraiment la meilleure place pour aller cogner à la porte puis essayer d'avoir de l'aide de l'accompagnement quand on fait face à une situation. Et on fait quoi? Mettons qu'on voit quelqu'un refaire un gros retrait là, à la caisse, puis on se demande si c'est pas suspicieux. On va voir la personne. Si on contacte une ligne d'aide, ça peut prendre du temps avant que cette personne-là obtienne du soutien. Si on la connaît pas, cette personne. Et si on la connaît pas, c'est sûr que si on appelle la ligne d'aide, ils pourront pas vraiment accompagner la personne. Exact. Mais je viens de voir quelqu'un non, faire mais ça un gros arrive. retrait. Dans des situations, j'en ai quelques cas en tête où des fois, tu vas être sûr que la personne est correcte, tu veux pas t'immiscer dans sa vie, mais tu te dis, là, est-ce que je devrais intervenir? Je la connais pas, cette personne-là, mais ça m'inquiète. C'est délicat, mais on en voit plein de situations comme ça. Puis ça touche surtout les personnes aînées, tu sais, les fraudes qu'on voit. Ils vont vider le... Bon, c'est sûr qu'il y a des mesures que les banques ont mis en place pour limiter les retraits, tu sais, pour essayer d'empêcher ce type de situation-là. Mais je pense que comme personne bienveillante, on peut aller voir la personne de façon très polie puis lui dire, tu sais, dans quel contexte, tu sais, on peut poser la question de façon très délicate, mais je pense qu'on peut le faire. Si on sent qu'on est dans une situation qu'on a l'air d'être confronté à un cas de maltraitance financière, moi, je dirais qu'on prenne notre courage puis qu'on fasse de façon bienveillante des questions auprès de la personne. C'est sensible. C'est quand très même. sensible. Moi, j'en ai connu des gens autour de moi, je ne veux pas nommer de nom, mais qui étaient convaincus, qui ont investi dans les crypto-monnaies. J'étais comme, t'es sûr que tu veux tout mettre là-dedans? Puis là, effectivement, tu fais ton petit bout, puis à un moment donné, ben là, il arrive ce qui devait arriver. Puis je parle des cryptos, mais ça peut être des espèces de schèmes là, qui allaient rapporter des 40% de rendement que tu dis ça a comme pas trop de bon sens. Isa? Ouais. Ben, on a une question sur la messagerie texte. Cette personne dit, si notre parent a été abusé financièrement par un de ses enfants et que le parent nous demande de gérer ses finances pour éviter que ça arrive à nouveau, est-ce qu'on doit-on avoir des documents légaux tels qu'une procuration notariée? Je peux pas répondre au niveau légal. Moi, je suis CPA, je suis pas avocate, donc je peux pas faire de la pratique illégale. C'est sûr qu'il y a des procurations qui doivent être signées. Puis même en prévision d'un cas d'inaptitude, on peut faire un mandat d'inaptitude en amont, comme si la personne devient inapte et homologuée par un médecin. Il y aura une procuration qui sera déjà prête. Donc, c'est des éléments, oui, qu'il faut réfléchir pour essayer de mettre en place. Puis après, c'est organisme par organisme. Moi, mon CPA, il gère toutes mes affaires. Il a accès à mon compte, il a accès à mes ARC, Revenu Québec. Fait que tu peux donner à quelqu'un, notamment un CPA, des accès sans révoquer les tiens, par exemple. Merci beaucoup, Geneviève Beauchemin. Très intéressant. Je rappelle que tu es CPA auditrice, vice-présidente à l'encadrement de la profession à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup.